Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Premièrement, merci à vous d'être présents pour ce nouveau webinaire Oversea. Enchanté, je m'appelle Vianney, je m'occupe du procurement aérien chez Oversea. Et bonjour tout le monde, moi je m'appelle Héloïse Roux et je suis responsable du procurement maritime chez Oversea. En attendant les derniers participants, j'en profite pour nous présenter rapidement. Oversea est un commissionneur de transport nouvelle génération qui utilise la technologie, le digital pour simplifier et optimiser le transport international pour les entreprises. On accompagne aujourd'hui plusieurs centaines de clients à travers une soixantaine de pays et on est implanté en propre sur 3 continents, en Europe, en Amérique et en Asie. Je pense que tout le monde a eu le temps d'arriver. On va pouvoir commencer. Alors, au programme aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par évoquer la situation en maritime, les taux et le conflit persistant en mer Rouge. Puis je ferai un point sur l'aérien, tant à l'import Asie qu'à l'export France. Et enfin, Héloïse terminera en vous présentant l'alternative ferroviaire. Je vous rappelle que vous avez un onglet en bas à droite qui s'appelle Questions et vous pouvez poser dessus toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire dès maintenant. On prend toujours le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Alors, commençons donc, comme Vianney l'a dit, par la situation en maritime. On va rappeler rapidement la situation de ce début d'année 2024, puis discuter de ce qui nous attend dans les semaines à venir, et enfin vous donner nos recommandations opérationnelles comme d'habitude. Alors, fin 2023, début 2024, on a deux éléments qui sont venus perturber fortement le marché. Le premier élément, c'est une peak season sur l'import Asie qui a été beaucoup plus forte que prévu, avec des volumes en forte hausse. Et le deuxième élément, c'est bien sûr la crise en mer Rouge. Je vous rappelle rapidement, on a des rebelles houthis qui ont commencé à attaquer les navires marchands en mer Rouge à proximité du canal de Suez, forçant donc les compagnies maritimes à emprunter la route du sud de l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance. Les conséquences de ces deux éléments, on les connaît. Premièrement, une forte hausse des taux avant le nouvel an chinois, avec une capacité en forte tension. Et deuxièmement, un rallongement des transit times d'en moyenne 15 jours. Depuis la fin du nouvel an chinois, le pic de la demande est passé. Donc les taux ont commencé à baisser petit à petit, mais les taux ne se sont pas effondrés puisqu'on a une capacité qui est toujours contrainte par le contournement du canal de Suez et le rallongement des transit times et aussi les nombreux blank sailing opérés par les compagnies maritimes. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans les prochaines semaines? On va regarder comme d'habitude la capacité, la demande et les taux de fret, et les conséquences sur les taux de fret. Et sur la capacité, il y a eu du nouveau, il y a du changement depuis le dernier webinaire. En fait, aujourd'hui, les compagnies maritimes, elles sont assez unanimes et elles ne tablent pas sur un retour à la normale avant au moins 6 mois. Donc, quand je dis retour à la normale, je parle bien sûr du conflit en mer Rouge. Donc, aujourd'hui, on a un peu passé le stade de l'espoir d'une résolution rapide de ce conflit. Et les compagnies maritimes pensent qu'elles vont passer par le cap de Bonne-Espérance pour au moins les 6 prochains mois. Et donc, ces compagnies, elles ont adapté leur rotation de manière plus durable, avec donc des changements structurels dans leurs services et dans les différents ports touchés, des changements de route. Et ça a un peu deux raisons. Premièrement, les compagnies maritimes, elles souhaitent mitiger l'augmentation du transit time. Donc, elles souhaitent passer à 8 jours d'augmentation au lieu de 15 jours qu'on a constaté pendant ces derniers mois. Et deuxièmement, elles souhaitent aussi limiter le nombre de blank sailing. Donc, elles enlèvent un peu de capacité, mais pour enlever des blank sailing. Et donc, finalement, on pense qu'on va être à une capacité relativement ISO sur les prochaines semaines par rapport à ce qu'on a connu dans les dernières semaines. Sur la demande, toutes les compagnies, elles nous rapportent en ce moment de bons volumes dans leurs navires et de bons taux de remplissage des navires. On arrive un peu à la fin de la saison à la nouvelle saison des appels d'offres des gros chargeurs et les awards, donc les volumes prévisionnels de ces gros chargeurs, les fonds de cale pour les compagnies maritimes sont assez optimistes pour les semaines et les mois à venir. Et donc, les compagnies maritimes sont optimistes sur la demande. La conséquence de ça, c'est que les compagnies, elles pensent pouvoir enrayer la baisse des taux et elles pensent pouvoir ne pas se retrouver dans la situation de 2023 où je vous rappelle qu'elles ont opéré pendant quasiment 9 mois sous leur seuil de rentabilité. Et donc, à ce titre, les compagnies mettent en place des GRI et notamment une première GRI au 1er avril. Donc, GRI, je vous rappelle, c'est General Rate Increase, donc c'est une augmentation des taux, on va dire court terme, des taux floating. Donc, une première GRI qui arrive le 1er avril. L'ordre de grandeur, c'est entre 300 et 500 dollars en fonction des compagnies. Et donc, on a des taux qui étaient repassés, aller pour les plus bas sous la barre des 3000 dollars et qui, bien sûr, réaugmentent au-dessus des 3000 dollars. Notre avis à nous, c'est que ces GRI, elles vont pas tenir et elles vont vite retomber, en particulier sur la zone Nord-Europe, mais qu'elles ont au moins contribué à endiguer, à stopper la baisse des taux sur le début du Q2. Nous, on pense que la baisse des taux, elle va continuer, elle va se poursuivre sur au moins le deuxième trimestre, voire le troisième trimestre, mais avec un rythme plutôt chaotique et que les compagnies maritimes vont continuer à mettre en place des GRI régulières pour enrayer cette baisse des taux.
Nos recommandations opérationnelles et contractuelles, ça pour le coup, ça n'a pas vraiment changé par rapport aux dernières fois, au dernier webinaire, dernière fois qu'on s'est parlé. Sur la partie opérationnelle, on vous conseille toujours de prévoir entre 8 et 10 jours de plus que 2023 sur vos imports. Je parle sur les transit time. Tant que le contournement via le Cap de Bonne-Espérance est toujours effectif. Si c'est si les transit times deviennent trop longs pour vous, on vous conseille de basculer sur une option ferroviaire ou sur un mode de transport aérien. On y reviendra juste après. Et sur la partie tarifaire et contractuelle, là, le message est vraiment toujours le même. La contractualisation long terme nous semble toujours être une bonne solution dans ce marché qui semble vraiment chaotique. Et cette GRI annoncée au 1er avril nous le confirme en fait plus que jamais, parce que même si on pense qu'elle ne tiendra pas dans le temps, les chargeurs, les importateurs qui n'ont pas contractualisé vont se retrouver à payer beaucoup plus cher leurs imports, au moins sur les 2 premières semaines, d'avril. Alors les contrats à long terme, ils sont toujours bien sûr soumis à PSS, mais par contre ils vous protègent bel et bien de ces GRI inopinés mis en place par les compagnies maritimes. Voilà pour l'import Asie. Alors juste avant de passer sur l'aérien, on peut faire un récapitulatif rapide sur les autres trades, notamment sur le trade Inde, puisque c'est un trade qui a suscité beaucoup de questions ces derniers temps. Alors l'import Inde, vous le savez, il a connu une période très compliquée en maritime. La raison, c'est que certaines compagnies proposaient un service Inde-Europe en transbordement à Jebel Ali ou au Moyen-Orient. Et donc ces services, au moment du conflit en mer Rouge, ont été complètement stoppés puisque l'escale à Jebel Ali ne pouvait plus se faire. Donc on a eu une grosse baisse de la capacité maritime sur l'Inde. Ça a engendré beaucoup de backlog et des problèmes opérationnels à l'origine pendant le mois de janvier, février et mars. Aujourd'hui, ce backlog, il s'est résorbé. Et donc on a beaucoup moins de problèmes en maritime sur l'Inde. Ce qui est pas le cas de l'aérien. Et donc ça me permet de faire une très bonne transition pour laisser la parole à Vianney qui va vous parler maintenant des perspectives en aérien. Merci Héloïse. Oui, effectivement, les sujets sont très denses en ce moment sur l'aérien, tant à l'import qu'à l'export. Et je vais essayer d'être le plus concis possible. Je voudrais commencer par faire un point sur la situation en sortie de Chine. À la mi-février, nous vous annoncions une période d'accalmie à partir de mars jusqu'à l'été, parce que traditionnellement, cette période de l'année est considérée comme la période basse pour le fret aérien en sortie de Chine. Toutefois, comme le transport international nous en a habitués ces 3 dernières années, il n'en a rien été. Depuis début mars, nous subissons un afflux massif et j'ai envie de dire inattendu de marchandises e-commerce, un peu à l'image de ce qu'on avait connu en novembre dernier. On va être porté par des ventes en très forte hausse à la fois en Europe et aux États-Unis. Les acteurs chinois du e-commerce ont préempté à prix fort, près de 70% environ de l'espace disponible en sortie de Chine, afin d'acheminer le plus rapidement possible leurs produits vers l'Europe et les États-Unis. Pour vous donner un ordre de grandeur du phénomène, si on cumule les volumes journaliers de Chine, Temu, TikTok, qui sont les principaux e-commerçants chinois, on arrive à un chiffre astronomique de 10 000 tonnes de marchandises expédiées par jour par avion. Alors qu'à titre de comparaison, Apple, qui est considéré comme l'un des plus gros chargeurs en sortie d'Asie en aérien, expédie au maximum 1000 tonnes par jour de fret. Donc on est sur un rapport de 1 à 10. Donc pour nous, ça a des conséquences très concrètes. Tout d'abord, les taux de fret ont presque plus que doublé sur le mois de mars et on a une capacité qui est très tendue puisqu'il ne reste plus que 20 à 30% de l'espace disponible pour le fret qu'on pourrait appeler traditionnel. Ce qui est plus inquiétant dans ce phénomène, c'est que contrairement à une peak season, on ne peut pas dire exactement lorsque cela va se terminer et on est vraiment dépendant de ces volumes e-commerce. Une première bonne nouvelle, c'est que depuis le début de cette semaine, on note une stabilisation des taux qui fait suite à des volumes un peu plus faibles en e-commerce justement. Il va être intéressant de voir si cela annonce un début de reflux ou si c'est seulement une accalmie avant une nouvelle hausse des volumes e-commerce et que donc que les taux de fret puissent repartir de nouveau à la hausse. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir qu'on s'habitue de plus en plus dans les années à venir à la présence de ces très forts volumes e-commerce et donc à des peak season assez inattendus. En termes de recommandations, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est à nouveau d'anticiper vos transports ainsi que de nous communiquer la date à laquelle vous avez besoin que votre marchandise arrive chez vous. En fonction de ça, votre commissionnaire, ça lui permet de vous proposer l'offre la plus pertinente, à la fois en termes de prix et de transit time. Un deuxième point assez chaud en ce moment en Asie concerne l'Inde, comme évoqué par Héloïse. Depuis un mois, le marché est totalement saturé en aérien pour plusieurs raisons. Il y a eu au début le problème en mer Rouge qui a engendré un très fort report modal
du maritime vers l'aérien à l'origine de l'Inde. À cela, c'est ajouté un contexte de marché structurellement en hausse. L'Inde voit ses volumes aériens croître d'environ 30 à 40% par an, et ça va être encore le cas cette année, principalement pour du textile. Et en plus, il y a eu des volumes qui ont d'origine du Bangladesh, qui n'ont pas réussi à trouver d'espace en Bangladesh, qui se sont reportés sur les aéroports indiens, et principalement celui de Delhi. Et tout cela cumulé a créé un très fort backlog, et les compagnies aériennes aujourd'hui n'arrivent pas à le résorber. Elles n'ont pas assez de capacité pour résorber ce backlog. Et donc concrètement pour vous, ça signifie que les taux en ce moment ont validité de maximum 3 jours et sont parfois même valables uniquement pour un vol précis. Et il faut compter en moyenne 5 à 6 jours avant de pouvoir accéder à l'espace et embarquer sur un vol. Ce que je peux vous recommander, c'est si vous avez des gros lots à faire partir, essayez de les splitter en plusieurs petits envois de 2 tonnes maximum, afin de vous permettre de jongler avec les services de plusieurs compagnies aériennes pour que votre fret arrive le plus rapidement possible en Europe et éviter des rollovers. Et comme pour la Chine, bien sûr, anticipez aussi vos demandes en fonction de votre TA en France. Je voudrais terminer en évoquant la situation à l'export aussi depuis la France, parce que le marché a été très affecté début mars par les très grosses difficultés rencontrées par Air France, parce qu'ils ont déployé un nouveau système informatique dans leur gare de fret à Charles de Gaulle, et ça s'est pas passé du tout comme prévu. Air France nous a prévenu du jour au lendemain d'un embargo total sur le fret pendant la première semaine de mars, et il y a eu des conséquences assez fortes au niveau opérationnel de ce bug, parce que Air France est devenu aveugle dans son entrepôt et était incapable de localiser le fret pendant parfois plus de 2 semaines et pour mettre à disposition la marchandise. Et également en termes de volume, Air France n'a pu gérer pendant 2 semaines qu'environ 20% de son volume habituel et remonte depuis péniblement en charge. Aux dernières nouvelles, ils nous ont annoncé qu'ils étaient aujourd'hui à 80% de leur charge opérationnelle et ils espèrent que d'ici 2 semaines, ils puissent revenir à 100%. Mais Air France étant un acteur, le premier acteur du fret à l'export en France, cette situation a généré un backlog important chez toutes les autres compagnies aériennes qui ont vu arriver le fret initialement destiné à Air France, qui s'est reporté donc sur ces compagnies aériennes, et cela a également soutenu les taux de fret. Mais de manière générale, on va rentrer à partir de lundi prochain dans la saison été, qui est synonyme d'augmentation des capacités en soute. Et donc, nous attendons à des taux de fret qui devraient être inférieurs à ceux que nous avons connus pendant cette saison hiver. Héloïse, je te rends la parole pour terminer le webinaire en abordant le rail. Ouais. Merci Vianney. Oui, effectivement, une fois n'est pas coutume, on va finir par une petite partie sur le ferroviaire. En fait, on a remarqué que le ferroviaire suscitait toujours beaucoup de questions de votre part dans les commentaires, et donc on voulait maintenant prendre un peu d'avance sur ces questions et évoquer le transport ferroviaire, qui est quand même une bonne alternative et au maritime et à l'aérien. Alors, commençons par quelques éléments un peu généraux sur le rail. Le rail concerne bien sûr l'import Asie uniquement. On n'est pas encore capable de faire du rail à travers les océans. Et quand on se dit import Asie, en fait, c'est même plus spécifique. C'est depuis la Chine ou depuis le Vietnam. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres capacités et pas d'autres pays disponibles en origine. Les gares disponibles en Europe, alors pour les importateurs français, ça va être principalement Duisbourg en Allemagne, Liège en Belgique et Milan en Italie. Aujourd'hui, on n'a pas encore de gare en France qui est disponible pour le fret. La solution ferroviaire, elle est possible en FCL, en conteneur 40 pieds uniquement. Il n'y a pas de 20 pieds sur le rail. Et elle est possible également en LCL. Donc, c'est possible de faire moins qu'un conteneur 40 pieds. Au niveau des marchandises, le dangereux n'est pas accepté. Les marchandises liquides ne sont pas acceptées. Donc, il y a quelques petites restrictions sur la nature des marchandises qui peuvent être transportées. Le transit time est d'environ 22 jours en théorie. En pratique, c'est plus souvent 24 à 26 jours. Il y a quelquefois de la congestion aux frontières traversées. Et ce qui est important aussi à noter, c'est qu'au niveau des émissions de CO2, on a souvent tendance à penser que le rail est un transport plus propre que le maritime. C'est pas le cas. En rail, vous consommez environ 4 fois plus de CO2 qu'en maritime, mais c'est toujours bien sûr plus de 10 fois moins qu'en aérien. Voilà. Alors, est-ce que le rail aujourd'hui est vraiment une bonne alternative au maritime ? En fait, la réponse courte, c'est oui, puisque le train présente énormément d'avantages au niveau de la fluidité et du transit time, et ce, donc malgré sa sensibilité aux intempéries en centre-Chine, au Kazakhstan, en Biélorussie. Donc, on a dit que les 22 jours, c'est souvent 24 ou 26 jours, mais ça reste des transit times beaucoup plus intéressants qu'en maritime. Et pour cette raison, le transport ferroviaire a été vraiment victime de son succès récemment, pour 3 raisons.
La première raison, c'est bien sûr le report modal du maritime avec l'allongement des transit times. La deuxième raison, c'est le boom du e-commerce qui a beaucoup impacté l'aérien dont Vianney parlait juste avant. Ça a également impacté le ferroviaire. À titre d'exemple, une des compagnies chinoises qui opère en train, donc ZIH, nous a indiqué avoir doublé ses capacités ferroviaires pour simplement répondre à la demande de Alibaba. Et la troisième raison de ce boom du ferroviaire, c'est une demande en forte hausse de la Russie qui s'approvisionne désormais à 95% de produits chinois pour contrebalancer les sanctions européennes. Et donc forcément, ce succès du ferroviaire, on le constate sur la capacité disponible et sur les tarifs. Donc sur la capacité, sachez qu'il faut compter entre 2 et 3 semaines pour accéder à la capacité aujourd'hui en ferroviaire. Donc c'est à la fois rapide et moins rapide, puisque si on peut accéder tout de suite à la capacité en maritime, en fait ça fait perdre une semaine qu'on gagne sur le transit time. Et sur les tarifs, en fait, on se rend compte que les tarifs ont pas du tout, vraiment presque pas baissé depuis le nouvel an chinois, donc depuis le pic des tarifs. Aujourd'hui, il faut compter, pour vous donner un ordre d'idée, entre 9 et 10 000 $ pour un conteneur 40 pieds, soit environ 3 fois le coût en maritime. Et à cela, il ne faut pas oublier d'ajouter le post-acheminement depuis la gare la plus proche, qui est souvent la gare de Liège pour les importateurs français. Et ce post-acheminement, il est souvent un peu plus cher qu'en maritime. Par contre, le transport ferroviaire reste en moyenne quasiment 10 fois moins cher que l'aérien. Donc pour résumer, si vous souhaitez faire du train, on a 3 conseils à vous donner. Le premier conseil, c'est assurez-vous auprès de votre transitaire que votre marchandise est éligible, donc pas de liquide, pas de dangereux. Donc mon conseil, c'est vraiment de checker avec votre transitaire avant de lancer un transport. Deuxième conseil, c'est si vous êtes un gros importateur, que vous importez plusieurs centaines de conteneurs à l'année, n'envisagez pas un report modal complet parce que vous allez vraiment exploser votre budget transport. Et pensez au LCL en train pour limiter les coûts. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire du conteneur complet. Vous pouvez expédier en LCL la partie de la marchandise la plus urgente pour refaire vos stocks et compléter par des expéditions en LCL maritime ou en FCL maritime. Voilà, on va arriver à la fin de ce webinaire. Donc merci encore vraiment beaucoup pour votre attention. Pour information, notre prochain webinaire se tiendra fin avril, le 25, si je me trompe pas. Vous allez normalement avoir un pop-up qui s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Au programme, comme d'habitude, un état du marché, ça peut être en maritime, en aérien, en ferroviaire. Je vous remercie beaucoup d'être toujours plus à assister à ces webinaires. Et maintenant, on va faire place aux nombreuses questions que vous nous avez déjà posées dans le chat. Alors, Vianney, est-ce que tu veux bien... Ouais, je regardais les questions, mais alors il n'y a pas de questions encore sur l'aérien sur lequel je puisse vraiment aider. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer déjà par répondre aux questions en maritime. Il y a donc une question de Thierry sur The Alliance. Je ne sais pas si tu veux prendre Héloïse. Ouais, c'est bon, ça y est, j'ai eu le temps de prendre connaissance des questions. Merci Vianney. Alors Thierry, effectivement, qui nous demande The Alliance, Cosco, OOCL, CMA et Evergreen passe le canal de Suez en sortie de Chine. Par contre, souci couverture assurance, avez-vous des infos fiables de la part de ces compagnies maritimes? Alors, excellente question. Merci beaucoup Thierry. Et en fait, il y a deux questions dans votre question. Alors, The Alliance, là vous parlez de The Alliance et vous citez Cosco, OOCL, CMA, Evergreen. Cette alliance-là s'appelle Ocean Alliance. The Alliance, c'est plutôt H&M, Yangming, OneLine et Hapag pour le moment. Mais parlons de Ocean Alliance. Vous dites que cette alliance décide de passer par le canal de Suez. Alors, c'est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de flou concernant Ocean Alliance, sur le passage du canal de Suez. Un coup il passait pas. Là, ils ont fini par dire qu'ils ne passaient pas par le canal de Suez. En tout cas, CMA-CGM nous a confirmé qu'ils ont publié leur nouveau produit pour l'année à venir, qui s'appelle le produit Day 8 et qui, lui, décide de passer en pro forma par le Cap de Bonne-Espérance. Donc, a priori, pas de passage par le canal de Suez. Maintenant, cette situation, elle peut être amenée à évoluer puisqu'on a vu que Ocean Alliance était l'alliance la plus prompte à faire évoluer cette situation-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, pas de passage par le canal de Suez et c'est avant tout pour des raisons de sécurité, mais également pour des raisons d'assurance. Et donc ça, c'est la deuxième partie de votre question. Souci couverture assurance. Alors, il faut savoir que l'assurance, il y en a un peu de deux types. Si vous prenez une assurance classique pour votre marchandise, qu'on appelle l'assurance ad valorem, ça peut être sur un trade export États-Unis par exemple, donc un trade qui est pas du tout concerné par des conflits. Cette assurance-là, elle va vous couvrir pour beaucoup de choses, mais pas pour les risques de guerre. Et aujourd'hui, vous avez le choix de souscrire à une assurance ad valorem classique pour vos imports Asie, qui passerait par le canal de Suez, mais sachez que vous ne serez pas couvert contre les risques de guerre. Vous pouvez souscrire à une assurance complémentaire pour les risques de guerre. Certains assureurs le proposent. Nous, chez Overseas, c'est quelque chose qu'on est en mesure de proposer. Ça change bien sûr en fonction de la situation et voilà. Donc, je vous dis qu'on est en mesure de le proposer. C'est vrai aujourd'hui, ça peut être faux demain. En tout cas, aujourd'hui, on est en mesure de le proposer. Maintenant, cette assurance-là, elle vous coûtera beaucoup, beaucoup plus cher qu'une assurance ad valorem classique.
Donc, pour résumer, Ocean Alliance aujourd'hui ne passe pas par le canal de Suez, a revu structurellement ses services pour ne pas passer par le canal de Suez, situation qui peut être bien sûr amenée à évoluer. Et effectivement, en termes d'assurance, si vous souhaitez être couvert contre les risques de guerre avec un navire qui passe par le canal de Suez, ça va vous coûter beaucoup plus cher, mais c'est possible. Voilà. Je peux peut-être prendre la question suivante de Thomas. Bonjour, comment les compagnies maritimes vont passer de 15 jours supplémentaires par le cap de Bonne-Espérance à 8 jours? Alors, plusieurs méthodes. En fait, elles vont revoir structurellement leur schedule. Et disons qu'il y a deux choses qui peuvent leur faire diminuer ce transit time de plus 15 jours à plus 8 jours. La première chose, c'est d'avoir tout simplement moins d'escales. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 10 escales en Asie, donc Shanghai, Ningbo, voilà, et 5 escales en Europe, elles vont passer de, 5 escales en Asie et 3 escales en Europe. Et donc ça va de fait diminuer le temps de la rotation totale. Et donc elles réadaptent leur service pour avoir moins d'escales sur un service donné, mais par contre pouvoir couvrir toutes les escales avec tous les services qu'elles possèdent. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est que on considérait que le plus 15 jours de transit time, c'était un transit time qu'on voyait, puisque avant que ce soit très très clair, les compagnies maritimes, elles avaient tendance à se diriger vers la zone de la mer Rouge, puis à faire demi-tour, un peu, j'ai envie de dire, à la dernière minute, en disant « Ah non, finalement, la situation est trop problématique, on peut pas passer », et donc à faire demi-tour et à passer par le cap de Bonne-Espérance. Et donc ça faisait perdre aussi quelques précieux jours. Aujourd'hui, les compagnies, elles disent « On fait moins d'escales en Asie et on va tout de suite vers le cap de Bonne-Espérance ». Et donc, ça fait perdre un petit peu moins de jours aussi, on va dire, dans la zone de l'océan Indien. Donc voilà, avec ces deux méthodes-là, elles pensent pouvoir réduire leur schedule pro forma à plus 8 jours au lieu de plus 15 jours. Une question, alors je me doutais qu'on aurait ces questions-là, très intéressantes, une question de Mathilde sur les États-Unis. Bonjour, à court moyen terme, quels seront les impacts tarifaires et opérationnels à prévoir sur les exports US, donc à la suite de l'effondrement du pont de Baltimore et les restrictions d'accès via le canal de Panama et les possibles grèves de dockers à venir sur la côte est des États-Unis, bien sûr, avec la renégociation des syndicats de dockers qui doit arriver cette année. Alors, effectivement, sur les États-Unis, il se passe beaucoup de choses en ce moment. La sécheresse du canal de Panama qui dure depuis, je dirais à peu près 3 ou 4 mois. Hier ou avant-hier, le pont de Baltimore qui s'est effondré et qui va donc limiter complètement l'accès au port de Baltimore pendant, c'est encore un peu flou, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et effectivement, les syndicats. J'ajouterais un quatrième élément qui va être les élections américaines, qui va se tenir en novembre, dont on verra les impacts plutôt en 2025, mais qui est quand même un élément vraiment à garder en tête. Donc l'année dernière, sur les États-Unis, un peu comme sur les autres trades, les compagnies maritimes ont opéré à perte. Alors un peu plus tard que sur l'Asie, sur on va dire les 2 derniers trimestres. Elles opéraient à des taux qui étaient vraiment très très bas. Ces 3 événements vont faire que les compagnies maritimes, elles vont bien sûr augmenter leurs taux sur les États-Unis, et ça s'est vu déjà depuis le début de l'année 2024. Il y a eu une première augmentation au 1er janvier, une deuxième augmentation février, et là les compagnies font passer une 3e augmentation des taux à partir de mars. Donc augmentation, c'est sûr. Sur le canal de Panama, ça aura des impacts sur la côte ouest, un petit peu moins sur la côte est, mais ça va limiter la capacité disponible, et donc forcément on va dire soutenir l'augmentation des taux. Sur Baltimore, alors il faut savoir que le port de Baltimore, c'est un gros port américain, j'ai le 9e, mais par contre c'est un gros port pour les imports de voitures, donc du RoRo. A priori, nos clients, si vous nous écoutez, vous êtes moins concernés par le RoRo, et c'est aussi un gros port pour les marchandises en vrac, notamment les imports de charbon et ce genre de choses. Donc ça va un peu moins impacter le transport de conteneurs, mais ça va quand même beaucoup l'impacter. Et on peut s'attendre à de fortes congestions sur les ports de report, donc notamment New York et Norfolk, qui vont être les 2 ports principaux pour absorber les volumes Baltimore. Donc un peu de congestion sur New York et forcément une augmentation des taux à prévoir en tout cas dans les mois à venir. Merci Héloïse. J'ai une question de Justine sur de l'aérien en sortie d'Inde. Avez-vous une idée de la durée des taux élevés sur l'import aérien en provenance d'Inde? Alors oui, tout à fait. Très bonne question. Nous, des retours qu'on a également avec nos partenaires sur place, eux nous disent qu'ils ne voient pas une amélioration de la situation avant au moins la fin avril, le temps que les compagnies aériennes arrivent justement à réduire le backlog dont je vous parlais. Donc oui, on pense que les taux vont rester
à ce niveau-là au moins jusqu'en avril, avec une baisse, je pense, à partir de mai jusqu'à début juillet. Les taux devraient commencer à se calmer. Mais comme c'est une situation qui est également nouvelle, les compagnies aériennes ne souhaitent pas non plus s'engager à l'avance sur les taux qu'elles annoncent. Je vais prendre la question de Guilain. Comment gérer les changements de port après départ navire? Zeebrugge, qui était le premier port touché en Europe, devient du jour au lendemain le dernier port touché. Résultat, plus 18 jours sur le transit time. Alors oui, effectivement, je suis pas rentrée dans les détails, mais c'est ça que je voulais dire quand je disais que les compagnies ont complètement revu leur on va dire leur route pro forma et les ports touchés en Europe et en Asie. Et donc effectivement, il y a certains ports, notamment Zeebrugge. Je pense que vous parlez de Ocean Alliance, hein, sur notamment chez CMA CGM. Enco, qui a eu un gros impact, hein, sur le port de Zeebrugge. Nos conseils là-dessus, je vois que quelqu'un a répondu dans le chat, Louis a répondu dans le chat, mais je vais vraiment dans sa direction. Premier conseil, rapprochez-vous de votre transitaire. C'est vraiment votre transitaire qui va pouvoir vous aider à refaire un petit peu vos plans pour pouvoir être sûr de pas prendre vos plus 18 jours de transit time. Et là, la première chose que je vois, ce serait changer de port d'arrivée. Vous pouvez l'utiliser. Alors, je pense que Anvers serait le port le plus adapté pour basculer vos imports Zeebrugge. Voilà. Alors, peut-être que dans votre cas c'est pas possible, mais en tout cas ça c'est à étudier avec votre transitaire. Et donc ça peut être changer de port touché sur la même alliance ou alors changer d'alliance. Donc si vous étiez sur Ocean Alliance, et basculer sur MSC ou sur The Alliance. Alors, une question de Thomas. Bonjour. Pour le train, est-ce que l'évolution actuelle des événements en Russie et en Ukraine peuvent avoir un impact? Effectivement. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question parce que non seulement on nous demande d'avoir une boule de cristal sur les taux de fret, mais également sur les événements géopolitiques qui peuvent impacter vos transports. Mais effectivement, la situation en Russie et en Ukraine, elle est clairement à surveiller de très très près pour la situation en ferroviaire. Alors, selon nous, aujourd'hui, en tout cas, la situation en Russie et en Ukraine, elle ne pose pas de problème pour les imports ferroviaires. La raison principale à ça, c'est que les compagnies ferroviaires, elles sont 100% chinoises. C'est un marché qui est complètement, qui est 100% détenu par la Chine. Et donc, on estime que la Russie aurait assez peu d'intérêt, en fait, à bloquer les trains chinois qui arrivent en Europe, puisque ça embêterait, on va dire, au moins autant les Chinois que les Européens. Donc, aujourd'hui, on estime que la situation, elle est relativement sûre. Nous, on avait complètement arrêté d'opérer en ferroviaire pendant un an, puisqu'on estimait que la situation n'était pas suffisamment stabilisée. Aujourd'hui, on estime qu'elle l'est à 100% et on a relancé nos imports ferroviaires. Maintenant, si la situation venait à évoluer, c'est quelque chose qui bien sûr pourrait rechanger, comme on l'a vu ces derniers mois sur toutes les situations un petit peu conflictuelles dans le monde entier. Et donc, on vous tiendra bien entendu au courant. Sachez que si la situation présente le moindre risque pour les marchandises, on serait tout à fait en mesure de mettre un embargo sur les imports ferroviaires et on informerait bien sûr tous nos clients. Une question de Corentin. Bonjour. Quel impact de la piraterie au large de la Somalie sur le transport maritime qui passe désormais exclusivement par le Cap de Bonne-Espérance? Alors oui, effectivement, les compagnies maritimes. Alors le problème de piraterie en Somalie, c'est quelque chose que les compagnies maritimes connaissent bien et depuis longtemps. Généralement, elles répondaient à cette problématique en mettant en place des surcharges ou à risque pour essayer de sécuriser un maximum les navires. À ma connaissance, en tout cas, c'est jamais les problèmes de piraterie en Somalie qui ont conduit à un rerouting via le Cap de Bonne-Espérance, à la différence du conflit en mer Rouge. La situation, c'est qu'aujourd'hui, avec le conflit en mer Rouge, on entend que les problèmes de piraterie au large de la Somalie ont repris. Maintenant, comme il y a ce conflit en mer Rouge, l'intégralité des compagnies maritimes passe par le Cap de Bonne-Espérance. Et donc, a priori, aujourd'hui, la piraterie, c'est moins un sujet, puisque de toute façon, les compagnies maritimes ne passent plus tout à fait dans cette zone, en tout cas pour les compagnies maritimes de transport, on va dire, conteneurisé. Vianney, je me permets de te dire que tu es en mute, donc on va pas entendre la réponse à ta question.
Merci, merci Loïse. Oui, je pourrais prendre une dernière question de Valérie qui nous demande si les envois aériens lourds et volumineux en sortie de Chine fin avril début mai seront orientés à la baisse. Alors j'aimerais bien avoir une boule de cristal et pouvoir vous répondre de manière sûre. Malheureusement, on est assez dans le flou en sortie de Chine. Ce que je disais, c'est que cette semaine, on observe que les taux se maintiennent et n'ont pas augmenté à nouveau par rapport à la semaine dernière. Donc ce qui est déjà une première bonne nouvelle. Il va falloir qu'on suive de près la situation la semaine prochaine et également les 2 prochaines semaines, voir si c'est une tendance qui se confirme. Dans quel cas, oui, on pourrait estimer que les prix seront à la baisse fin avril, début mai, parce que ça signifierait que les volumes dont je parlais en e-commerce se réduisent. À l'inverse, si seulement une pause et qu'on revoit à nouveau arriver ces marchandises e-commerce, dans ce cas-là, non, je vois pas non plus forcément une forte baisse à attendre d'ici fin avril, début mai pour les flux aériens en sortie de Chine. Pardon. Alors oui, j'aimerais répondre à la question de Andy. Il était question de faire accélérer les navires également pour gagner du temps. Cette option n'est plus envisagée. Alors effectivement, c'est une option que les compagnies maritimes envisageaient. Et d'ailleurs, la vitesse des navires, c'est une vraie variable que les compagnies maritimes utilisent pour soit accélérer quand elles ont besoin, soit décélérer quand elles ont besoin de réduire artificiellement la capacité. Donc cette variable-là, les compagnies maritimes l'utilisent et effectivement, elles ont envisagé pendant un moment d'augmenter la vitesse des navires pour faire gagner du temps. Aujourd'hui, c'est une option qui est moins envisagée, surtout avec, on va dire, le changement structurel dans les routes et dans les schedules des navires des compagnies maritimes. 2 raisons à ça. La première raison, c'est que en accélérant, ça leur coûte plus cher aux compagnies maritimes en fuel consommé, tout simplement. Et donc, c'est des coûts supplémentaires pour les compagnies maritimes. Et la deuxième raison, c'est que en accélérant la vitesse des navires, les compagnies maritimes polluent plus. Et vous savez aujourd'hui qu'avec depuis 2024, avec le UETS qui va d'ailleurs augmenter en 2025 puis en 2026, les compagnies maritimes, elles payent ce qu'elles consomment concrètement. Je veux dire, elles payent leurs émissions de CO2. Et donc, ça ferait un peu une double peine pour les compagnies maritimes. Première peine, payer plus cher en fuel, et deuxième peine, payer plus cher parce qu'elles ont plus d'émissions de CO2. Et de toute façon, le fait, même sans parler du côté financier, aujourd'hui, les compagnies maritimes visent quand même à réduire un maximum leurs émissions de CO2. Donc, si elles peuvent s'en sortir autrement, elles s'en sortiront autrement. Maintenant, bien sûr que ça reste une option envisageable pour elles. Une question peut-être de Sonia sur le Moyen-Orient. Effectivement, on est passé assez vite sur les trades, les autres trades pendant l'exposé. Est-ce que vous avez déjà une vision concernant les taux de fret maritimes de la France vers le Moyen-Orient sur le mois de mai? Une baisse est-elle envisageable? Alors effectivement, on a eu une grosse hausse des taux sur le Moyen-Orient liée à 2 choses. Premièrement, le danger d'aller dans cette zone. Enfin 3 choses en fait. Danger d'aller dans cette zone, donc les compagnies maritimes qui mettent en place des premiums. La deuxième chose, c'est beaucoup de compagnies maritimes qui ont décidé d'arrêter leur service tout simplement. Donc ça a énormément, mais vraiment d'un coup contraint la capacité. Et maintenant, il n'y a plus que quelques compagnies qui opèrent de mémoire APAG, MSC, CMA, CGM avec des premiums extrêmement importants. Et donc les compagnies maritimes, elles nous rapportent que peu importe le prix qu'elles fixent, les navires sont toujours pleins. Ils sont pleins sur plus d'un mois aujourd'hui. Et donc, disons qu'à date, nous, on n'envisage pas de baisse des taux immédiate, tant que la demande reste aussi forte et que la capacité reste aussi contrainte sur l'axe Moyen-Orient. Merci, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, Héloïse, parce qu'on a déjà aussi un peu dépassé le temps. Merci beaucoup pour votre écoute et votre présence à ce webinaire, et on vous donne donc rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.